Djihad, gilets jaunes, émeutes de banlieue, éco-terroristes, Black Bloc, le Léviathan moderne convoque des mots absents de son vocabulaire il y a encore 10 ou 20 ans, car la violence a muté. Chacun en convient, moins structurée, moins politisée, davantage numérisée. Elle demeure pourtant, pour Jérôme Ferré, spécialiste de ces phénomènes, tout aussi profondément sociale qu'autrefois. Algorithmes et réseaux sociaux, mépris et déclassement, épuisement et précarisation du travail, derrière ce fait sociétal souvent réduit à cette caricature sécuritaire, ce sont de passionnants enjeux et de sombres miroirs qui sont tendus devant nous. Voici donc Jérôme Ferré, maître de conférence HDR en sociologie à l'université Toulouse-Capitole. Il est interrogé par Loïc Rivalin, le tout sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris. Bonsoir Jérôme et merci d'être là. Bonsoir Loïc, bonsoir. Avec nous pour parler d'un sujet qui vient clore ces 4 jours placés sous le signe de la science à Futurapolis. Et on va se demander, ça va être un peu notre thriller à nous, notre fil rouge, si la violence est un objet scientifique facilement étudiable. Est-ce qu'on peut aller prendre comme ça le microscope, le placer et puis voir ce que c'est? Est-ce qu'il ne nous fait pas peur? Est-ce qu'il ne nous explose pas la figure? Et est-ce que on peut aller l'étudier presque aussi scientifiquement qu'on va étudier une petite bactérie ou les anguilles, puisqu'on a aussi beaucoup parlé d'anguilles pendant 2 jours à Futurapolis. Tout simplement, ce terme, Jérôme, vous êtes spécialiste du terrorisme, de la dynamique de confrontation entre les jeunes et la police. Vous avez beaucoup travaillé sur la France, mais aussi sur l'Espagne, et donc sur les violences urbaines. Alors déjà, ce terme de violence urbaine, est-ce qu'il est flou? Qu'est-ce qu'il recouvre? D'où vient ce mot? Déjà, le terme de violence urbaine, pour un petit peu parler d'histoire, c'est un terme qui a été inventé par l'État, qui s'est retrouvé au milieu des années 90 dans une situation un peu difficile où disparaissaient les vieux conflits, notamment les conflits liés à l'indépendantisme, aux conflits territoriaux, à la violence politique classique. Et c'est les renseignements généraux à l'époque, c'est-à-dire l'organisme de surveillance de l'État, de surveillance interne, qui a inventé ce terme parce qu'il devait trouver... C'était nouveau et que c'était des nouvelles formes. C'était des nouvelles formes, notamment dans les quartiers, puisque pour ceux qui habitent la ville, on a connu les émeutes de 98. C'était un nouvel enjeu de contrer ces violences qui se produisaient dans les quartiers urbains. Alors on regarde quoi quand on regarde la violence urbaine? On regarde les causes, on regarde les trajectoires individuelles, on regarde presque la militarisation, les dégâts. On regarde les médias, on regarde ce que dit la justice, on regarde tout ça. Tout dépend ce que vous cherchez. Quand on fait de la science, on cherche quelque chose. Donc déjà, tout dépend ce que vous qualifiez de violence urbaine. Par exemple, si vous travaillez sur les trafics de stupéfiants, on peut considérer qu'il faut avoir une analyse à partir des trajectoires sociales. Si vous regardez les émeutes, là, on va regarder l'origine sociale des gens qui passent à la violence. Tout dépend ce que vous cherchez, quel est votre objet de recherche, sachant que c'est un objet qui est difficile, qui est moralement condamnable. Et l'accès au terrain, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, n'est pas simple non plus. Alors, on pose la question de cycle infernal. Est-ce que vous qui étudiez le terrorisme et les violences depuis des années et depuis en tout cas les années 80 sur le sujet de vos recherches, est-ce que vous y voyez un cycle ou non? Est-ce que ça n'est pas possible et on a... Alors pour répondre à cette question, il faut faire un peu statistique et observer une forme de paradoxe. Si vous incluez dans les faits sociaux mesurés le terrorisme, on sort d'un tunnel, et là on parle à un moment très compliqué, puisqu'on est en train de commémorer les 10 ans. Les 10 ans. Donc si vous prenez, tout dépend si vous intégrez la catégorie terroriste dans ce que vous mesurez, et là on sort d'un tunnel, en Europe et en France, depuis 2012 ici, Mera jusqu'aux attentats qui ont suivi ensuite les attentats du 13 novembre. Si vous excluez ces faits-là, paradoxalement, les faits de violence urbaine sont en baisse assez nette.
Le problème, c'est leur médiatisation qui donne à voir l'impression d'une chronicité, d'un cycle. Et là, on a deux marqueurs importants, historiques. On a 98, 2005 et 2023. Mais hors contexte, ben, cette violence-là, elle a plutôt tendance à diminuer. Est-ce qu'on va vers des violences de moins en moins encadrées, de moins en moins politisées est-ce qu'on va vers, on voit ce terme de micro-violence, très localisée, est-ce que c'est ça aussi qui est nouveau et depuis quand, si ça l'est? Ben bon, là, pour répondre, et on va faire un mea culpa collectif, parce que souvent on nous dit, la question récurrente pour un sociologue, c'est quand est-ce que ça va péter? Il n'y a pas un journaliste qui ne nous l'a pas posé, là, qui ne me la pose pas avec la situation politique en France et tous les problèmes socio-économiques chroniques, hein, et la précarité. Bon, cette relation, elle est très difficile à établir, on n'est pas dans le prédictif. Mais bon, il faut reconnaître quelque chose, on s'est tous fait avoir, tous débordés par la question des Gilets jaunes en particulier. Personne ne l'a vu venir, il n'y a pas un sociologue qui l'a vu venir, alors qu'on est censé quand même observer les mouvements, les soubresauts, parce que le truc a changé en fait. Le truc a changé, avant on avait des choses très structurées, liées à des mouvements sociaux. À l'époque, il y avait des grands partis politiques où la société est organisée. Nous, on parlait de mouvements sociaux, le mouvement ouvrier, ou des mouvements indépendantistes au Pays Basque espagnol, en Catalogne, en France. Bon, l'État a tué, a maté un peu ces velléités-là. Ça a à peu près disparu, mais a émergé des violences très localisées, très personnalisées. Bon, par exemple, les gens qui travaillent sur le maintien de l'ordre vous expliquent que pour les Gilets jaunes, ils ont vu apparaître des publics qui n'avaient... Déjà dans les émeutes de 2023, on avait des jeunes, très très jeunes, et absolument pas encadrés qui venaient... Ça, c'est nouveau par rapport à 2005, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est une grosse évolution, c'est-à-dire l'âge, la déstructuration, le changement de quartier. On était dans des zones très urbaines en 2005, plombées, ce qu'on appelle les grands ensembles. Là, on a vu émerger, notamment dans des petites villes et des villes moyennes, des gens qui ont tout cassé. Cet été, par exemple, vous prenez Aurillac, le festival de théâtre de rue d'Aurillac. Le maire d'Aurillac m'appelle, m'a dit « je ne comprends pas, d'habitude je sais qui c'est, et là je ne sais pas qui c'est ». Donc des très jeunes. Et les Gilets jaunes, des gens qui sont dans des situations de mépris et de désespoir, et qui vont passer à la violence sans aucun encadrement préalable. Et ça, c'est quelque chose que les sociologues... Enfin, quand un sociologue voit ça, ce fait nouveau, il se dit chouette, c'est formidable, il y a quelque chose de nouveau à explorer. Et comment on l'étudie? C'est-à-dire, on va étudier quoi? Comment est-ce qu'on étudie les parcours de ces personnes, la typologie? C'est quoi votre méthodologie, en fait, même pour aller savoir, on travaille avec les RG, on travaille avec la police? C'est une bonne question, parce qu'en fait, le paradoxe, il y en a beaucoup sur la violence. Déjà, c'est un thème qui est très peu étudié. Historiquement, c'est un énorme paradoxe. C'est-à-dire quand vous écoutez les cours au Collège de France, qui fait l'actualité d'ailleurs, sur la question de la Palestine, de Didier Fassin, qui a consacré son cours cette année à la question de la violence, il vous explique qu'en fait, la psychologie, la sociologie, très paradoxalement, c'est très peu intéressé. On en parle beaucoup, elle est très médiatisée, mais on en sait très peu de choses. Donc nous, on est dans ce contexte-là. Et on en sait très peu de choses, d'autant que ceux qui produisent les données sont des organismes d'État, sont des organismes policiers. Et donc il faut travailler avec ces sources-là, les contrôler, les mesurer, les comparer et obtenir ses propres données. Mais on est dans un jeu très délicat parce que la police, et notamment le maintien de l'ordre ou le renseignement, a tendance à expliquer qu'il y a une violence toujours plus chronique, beaucoup plus présente. Et nous, il faut qu'on... Vous êtes audible quand vous dites... On est dépendant de ce type de données, ouais. Alors, du coup, est-ce que la police vient vous voir? Est-ce que vous travaillez sur l'analyse des causes? Et puisqu'on parle d'objets de science, et que je le rappelle, le créneau vraiment de ce Futurapolis Planète cette année, c'est de se dire
quand la science parle, qu'est-ce qu'il y a de scientifique? Est-ce qu'on va chercher des marqueurs, tout comme on va aller chercher des marqueurs pour le cancer? On avait une conférence passionnante sur l'âge, avec 2 médecins, 2 gériatres qui nous expliquaient on n'a pas les bons marqueurs pour l'âge, il faut inventer des nouveaux marqueurs, parce que l'âge, c'est pas juste être vieux, c'est un âge qui est un âge biologique, c'est pas l'âge sur votre carte d'identité, il faut aller inventer des nouveaux marqueurs. On peut faire un peu le parallèle sur cette société, non pas vieillissante, mais peut-être un peu malade, qui a des éruptions comme ça, volcaniques de violence. Quels sont les marqueurs, les signes, presque les signaux faibles que vous allez chercher? Est-ce que vous travaillez avec la police là-dessus, avec des organes de l'État là-dessus? Bon, ça c'est un vaste sujet, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps toute la soirée pour parler de ces rapports très ambigus, de ce malentendu permanent avec... Bon, on travaille avec effectivement le renseignement, on travaille avec l'administration pénitentiaire, notamment sur les questions de autre catégorie qui a émergé avec violence urbaine, la question de la radicalisation, qui est un truc hyper ample, qui regroupe plein de situations. Bon, pour répondre à votre question, effectivement, aujourd'hui, on est un peu plombé par la question, par l'approche sur la santé mentale. Ce qui est très surprenant, c'est que depuis... on en parlait juste avant avec Maud Lorest. Ouais, oui. Nous, on n'en parlait pas du tout. On parlait de causes sociales chroniques, on parlait de frustration, on parlait de pauvreté, de précarité. Après, je parlerai de 2 autres variables qu'on est en train de découvrir. Mais la notion de cause sociale a complètement disparu du champ d'explicatif. Et on s'est vraiment focalisé sur les questions de santé mentale et de psychologisation un petit peu de la violence, ce qui est, à notre sens, ça fait pour les traditionnels, hein, les old school comme moi qui travaillent sur la violence politique, est une impasse en fait. Ça veut dire quoi? Vous voulez dire on essaie de trop psychologiser les fauteurs de troubles? C'est peut-être aussi, peut-être que c'est l'apanage avec le terrorisme, évidemment, où on a une trajectoire individuelle de 2-3 individus très précis. On va trop psychologiser les causes, essayer de trouver des solutions, alors qu'en fait, il faut aller chercher... plus traditionnellement sur des marqueurs plus classiques? Jusque dans les années, je vous disais, la rupture les années 90 avec l'émergence de plein de catégories dont on ne sait pas trop quoi faire, radicalisation, violence urbaine, et on me parle d'écoterrorisme. Allô la Terre, je ne sais pas à quoi ça correspond réellement. C'est pas un mot sociologique, on est d'accord. Non, nous, tout ça, nous on parle de violence politique ou de terrorisme ou de violence urbaine quand on parle en particulier d'un phénomène très important qui est la... criminalisation à haute intensité des trafics de stupes. Là, on a vraiment quelque chose de très, très, très spécifique dans certains quartiers. Pour le reste, nous, on parle de cause sociale, quoi. On parle de cause sociale et politique. Des gens ont une cause, ont des origines sociales. La psychologie, la santé mentale n'est pas un marqueur explicatif. Vous citiez 2 autres causes dont vous vouliez parler Déjà, il y a l'âge. Quand on analyse la violence, et en particulier la violence urbaine ou la violence politique, déjà il faut avoir l'âge, il faut avoir la capacité à se confronter à des forces de police. Donc effectivement, à partir d'un certain âge, c'est moins simple. Donc on sort aussi de la violence. C'est quoi là, oui, l'âge de sortir? À partir de quelle heure? Aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune. Et ça, c'est un vrai marqueur. Aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune. Est-ce que je suis trop vieux, moi, pour aller jeter 1 ou 2 barrières? Il faut être en condition physique. Oui, ok, donc c'est pas bon. Il faut quand même savoir courir vite, et puis il faut être contrôler ce que on appelle la confrontation émotionnelle. C'est-à-dire que si vous avez assisté... Bon, moi, j'ai observé des phénomènes de Black Bloc. Bon, il faut être en forme, il faut savoir faire, en fait. Et c'est la deuxième variable, c'est la compétence à la violence, qu'on oublie beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de causes idéologiques, qu'on parle beaucoup de causes sociales, mais il faut être compétent. Il faut être compétent, il faut savoir manier une arme, il faut savoir manier une tension confrontationnelle avec... et ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est un peu paradoxal avec ce que vous nous disiez avant. On disait on voit de plus en plus, peut-être des très jeunes, peut-être des trop jeunes, et aussi des nouveaux publics, des publics, les gilets jaunes. Ouais, mais eux ne savaient pas faire. Voilà, est-ce qu'ils avaient l'âge et ce n'étaient pas des personnes militarisées? Ce n'est pas du tout la même façon de s'affronter. C'est des gens, d'un côté, on a des gens qui pètent un câble, ou on a vu dans les gilets jaunes des gens en bout de course. Bon, d'ailleurs, il y a l'épuisement d'un mouvement social où souvent la violence, elle arrive à la fin, en fait, quand les gens sont fatigués des 2 côtés. Donc ça se mesure, en fait. Hein. Ça se mesure par la sociologie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on arrive à voir quand est-ce que ça va surgir. Et en général, c'est la fatigue. Les gens sont excédés. Quand ça dure, c'est pas bon.
Voilà. Donc, mais après, les jeunes, ils sont capables. Ils ont tout à fait la culture pour s'affronter. Alors, c'est des moments très précis, mais ils savent faire, ils savent mettre en danger, ils savent mettre de la tension dans un quartier sans aucun problème. Ils n'ont pas peur de le faire. Vous disiez qu'il y a quand même qu'on a vu arriver aussi des nouveaux publics, des personnes issues du travail précaire, des personnes, c'est très nouveau qui. Alors je ne sais pas si on fait référence juste aux Gilets jaunes ou là en 2025 ou en 2023, des personnes qui étaient même des enseignants, des artisans, des femmes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces nouveaux publics qui arrivent, ou est-ce que c'est une petite partie émergée? Non, mais c'est quelque chose d'important parce que... Qu'est-ce que ça veut dire de cette fatigue nouvelle, peut-être, qui touche un public nouveau? En fait, si je veux caricaturer, avant, on était dans des sociétés de classe sociale, en fait, où chaque classe sociale poursuivait un but assez objectif, avait un niveau d'espérance, de mobilité sociale dans une société d'État-providence. Aujourd'hui, on est dans des sociétés de non-classe sociale. Donc vous avez notamment dans les Gilets jaunes, ce que nous on a observé, ce qu'on a mesuré, vous avez des gens qui sont, par exemple, des femmes célibataires en situation de précarité, qui se sont radicalisés à la fin du mouvement. Vous avez des jeunes précaires. Vous avez, alors si on parle de l'extrême droite, on n'en a pas encore parlé d'ailleurs, mais aujourd'hui, par exemple, sur le dernier procès qu'il y a eu de groupe d'extrême droite qui a été jugé récemment, vous avez des gens de plus de 60 ans. Et là, on a un nouveau registre qui apparaît, soit lié à ce qu'on a, moi j'appelle l'épuisement social, l'éco-anxiété, le civilisationnisme. La peur du vide, en fait. La peur du vide civilisationnel ou la peur du vide qu'il n'y a plus de fil social, en fait. Et là, on est à l'aube de quelque chose de complètement nouveau qui est accéléré en temps réel par les réseaux sociaux, en fait. Et là, on rentre dans un nouveau domaine de violence où c'est plus du tout le même registre. Et là, on a beaucoup de travail. Parlons justement des réseaux sociaux. On parlait des causes, mais on n'a encore pas prononcé le mot qui fait peur, le mot d'algorithme, et aussi le mot de média, et le mot de chaînes TV en continu, et beaucoup de mots médiatiques. Voilà. Ça, est-ce que vous l'étudiez? Et est-ce qu'on sait aujourd'hui la part de causalité que ça entraîne? La surmédiatisation ou l'algorithmisation de certains contenus, etc. Alors, ce couple-là, il y a deux résultats de recherche. Il se trouve que nous, depuis 2018, on s'est fait embarquer dans un truc très galère qui s'appelle la haine en ligne. Et là, alors là, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est pas la faute aux réseaux sociaux. Ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. Pour une fois que ce n'est pas la faute aux réseaux sociaux, vous êtes le premier c'est complètement qui me dit ça. contre-intuitif, c'est une forme de paresse intellectuelle. Je veux dire, Trump n'a pas été élu avec les réseaux sociaux. Bon, Trump, il est élu parce qu'il y a une condition sociale et économique. Il y a des causes, ce qu'on appelle des causes très profondes. Et justement, ce sentiment de déclassement civilisationnel. Derrière, il y a des organisations assez classiques qui sont à l'œuvre. Donc, ce n'est pas les réseaux sociaux qui expliquent ce qu'on appelle, nous, l'agentivité. Je le case, un petit peu de science. C'est-à-dire, mon frigo ne marche pas, c'est la faute à parce que j'ai pas de chance, quoi. Non. Moi, je dis c'est la faute à l'agentivité. Voilà, c'est ça. On peut dire ça. Et ça, c'est un gros travail de casser un peu cette image de la faute aux réseaux sociaux. Il faut éduquer les jeunes aux médias sociaux. Les réseaux sociaux produisent la violence. Non. Ils amplifient, ils permettent de communiquer, ils permettent d'éviter l'État. Notamment sur Telegram et un tas de dark web, de choses très sales, ou peu de jambon d'ailleurs, où il faut être très équipé psychologiquement pour y aller. Mais ce n'est pas la cause du phénomène. Et ça, c'est une arme de communication. Voilà. Et ce qu'on disait, Loïc, tout à l'heure en off, sans trahir de secret professionnel, n'oublions pas les médias traditionnels, ça n'a aucune mesure. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les algos, qui produisent des bulles, des choses très éclatées, qui n'ont aucune cohérence idéologique. C'est pas parce que vous avez 2 millions de followers que vous êtes dangereux ou suivi, ou que les gens vous écoutent de manière totalement mécanique. Par contre, les médias traditionnels, effectivement, quand on voit les bandeaux, nous on l'a étudié statistiquement, le terme de violence, on a une surreprésentation de la violence, notamment toutes les violences, ou par une spectacularisation de la violence, mais on ne parle pas des causes, ou très peu.
Donc on a beaucoup d'experts judiciaires et policiers sur les plateaux de télévision. C'est pas votre faute, hein. Mais moi j'observe l'évolution de médias, de CNews, de BFM, et c'est un business. Il faudrait un peu plus de sociologie. Il y a un YouPorn de la violence. Donc du coup ça fait de l'audience, mais les causes. Et est-ce que c'est aussi chronique que ça? Donc l'éducation aux médias, quelque chose de, à mon sens, normatif qui est un peu une impasse. Désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Vous voyez, je vais me faire. J'espère que c'est pas mon rédacteur en chef. Et si, voilà. Non, pas du tout, c'est ma mère. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, qu'on avait aussi prononcé en off, et je l'ai trouvé intéressant, c'est le mot de mépris que vous m'aviez cité comme une cause. Vous me disiez, il y a 2 nouvelles causes qui arrivent, c'est le travail précaire, enfin, qui sont de plus en plus importantes, le travail précaire et cette notion de mépris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Là aussi, là, je tiens ça d'une chercheuse avec qui on avait bossé ici à la Toulouse School of Economics, à l'IAST. C'est un truc très con, hein. On va regarder ce qui marche, mais on ne regarde pas ce qui ne marche pas, quoi. Donc, sur 10 tentatives d'émeutes, il y en a 9 qui foirent, hein. Donc en fait, on regarde ce qui marche, mais on ne regarde pas ce qui ne marche pas, et on ne regarde pas pourquoi ça marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas, oui. Parce que c'est compliqué. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir la compétence pour le faire. Et puis, il y a l'État, quoi. On oublie un peu quand même qu'il y a un État en face. Il faut avoir vécu ce que c'est la répression pour comprendre que là, on ne fait pas joujou, hein, ou une garde à vue. Et donc, le mépris, ouais, c'est quelque chose... Alors, c'est difficile parce qu'on va me taxer d'excusisme ou d'islamo-gauchiste, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les enquêtes, et notamment dans des gens qui sont objectivement installés, notamment des enseignants ou des gens des administrations pénitentiaires, y compris les policiers. Alors ça, c'est hyper nouveau. D'habitude, on avait un truc très manichéen, ceux qui luttent contre, avec des gens... Bon, vous avez des policiers qui considèrent qu'ils ne sont pas respectés. Il y a un énorme problème de santé mentale chez les gardiens de la paix, par exemple. On ne parle pas de la violence policière. Inversé. Aujourd'hui, c'est 2 violences qui s'affrontent, en fait. Avant, on avait le répressif, l'État, les mouvements sociaux, les gens qui luttaient pour accéder à une classe sociale. Les trucs étaient hyper cadrés. L'histoire politique fonctionne comme ça, que ce soit indépendantiste ou des mouvements sociaux d'émancipation sociale, le mouvement ouvrier. Aujourd'hui, on a des gens méprisés contre des gens méprisés. Des gens qui se sentent pas écoutés par leur hiérarchie, complètement lâchés par leur hiérarchie, ou exposés à des dangers totaux. Le post-attentat, c'est quelque chose, il faut avoir discuté avec des policiers pour comprendre ce que c'est une violence symbolique contre eux. Et à l'inverse, des gens qui considèrent qu'ils ne sont pas respectés dans leur job, et notamment dans la fonction publique. Donc là, il y a quelque chose de très nouveau, en fait. Est-ce qu'on peut penser... Vous écrivez, je vais vous lire, vous écriviez dans un papier, on a une incapacité à penser la violence. C'est un peu pour aller vers notre conclusion, parce que je vois Boris qui se glisse comme un manifestant dans notre... Comme une anguille, oui, tout à fait, comme une anguille. On a beaucoup parlé d'anguille. On a beaucoup parlé d'anguille, oui, je vous expliquerai. Alors l'anguille, c'est un truc, je vous explique après, en off. On a une incapacité à penser la violence. Vous faites un parallèle avec la sécurité routière. Vous nous dites, voilà, la sécurité routière, c'est aussi un problème de violence, mais on a mis plein d'acteurs en face, plein d'acteurs. Avec la violence urbaine, on ne sait pas parler et faire dialoguer différents acteurs. On le prend en bloc avec la police. Et est-ce que c'est le fond du problème? D'habitude, une démocratie, c'est assez simple, le principe de fonctionnement d'une démocratie, et c'est le rôle du politique, c'est comme problème social. Les violences intrafamiliales, qui ne sont pas des violences urbaines, mais des violences invisibles, qui ont été invisibilisées très tardivement, alors que pour moi, j'en faisais un facteur très important, et d'autres, dès les années 90. Normalement, un problème social, il accède à l'agenda politique. Il devient public. Et pour les violences, c'est la sécurité routière. À un moment donné, Chirac, il a dit stop, quoi. Maintenant, il y a trop, et notamment la Ligue contre la violence routière, des gens qui ont perdu des proches. C'est une violence rare, hein, la violence routière, qui ne pose pas de problème moral, qui n'est pas ultra médiatisée non plus. Pour les questions de violence urbaine au sens général, hein, qu'on intègre le terrorisme ou qu'on n'intègre pas le terrorisme, c'est un problème hyper public, ultra médiatisé, ultra anxiogène. Mais traité uniquement par un corps
est traité par un spécifique corps de l'État. ultra spécialisé ou ultra médiatisé, dont on ne fait pas un problème social, dont on ne peut pas parler des causes, parce qu'il y a une forme de tabou ou d'impossibilité presque morale d'aller chercher quelque chose qui vient de nos propres sociétés, quoi. Et ça, là, pour la commémoration, c'est un très gros enjeu, en fait, parce que les victimes vous demandent, en fait. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des victimes du Bataclan qui m'expliquent qu'elles aimeraient comprendre pourquoi ces gens, en fait, ils ont fait ça. Et que, bon, on reste sur un registre mémoriel qui est tout à fait légitime, sur un registre ultra médiatique, c'est des barbares, on entend complètement. Mais pourquoi ont-ils adhéré à cette cause-là? Et là, on a une très grande difficulté scientifique à installer cette question dans le débat public. Et on sait que pour la sécurité routière, ça aide beaucoup les victimes de la sécurité à comprendre la causalité, à décortiquer la chaîne causale pour faire le deuil du choc. Boris, est-ce qu'on a des questions sur Menti? Sinon, moi j'ai aussi quelques... On va peut-être prendre des questions dans la salle. Déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, on va vous donner un micro, monsieur. Arrêtez-moi si je me trompe, mais vous n'êtes pas candidat à la mairie de Toulouse? Si, mais je voulais vous éviter de le redire à nouveau, donc, mais merci de le lire pour moi. Pardon, mais vraiment, j'ai écouté longuement Philippe Pujol, qui a été interviewé dans Thinkerview assez récemment, qui est un spécialiste du narcotrafic. Et je voulais savoir quelle est la part des violences urbaines qui est liée à ce narcotrafic. Et ce qu'il dit, alors ce que j'ai retenu de son interview dans Thinkerview, c'est qu'une fois que les jeunes sont pris dans cet engrenage, ils seraient prêts à tout pour revenir à une situation stable, normale, avec un CDI, même un SMIC en fait. Et du coup, ils en sont empêchés parce qu'ils sont pris dans cet engrenage de la violence. Est-ce que le travail pour vous, quelle est la part donc, liée au narcotrafic? Quelle est la part des violences liées au narcotrafic? Et est-ce que le travail est une solution? Voilà le résumé de ma question. Vous soulevez, je réponds tout de suite, Ah oui, oui. C'est une obligation, okay, c'est une forte injonction. Vous aviez besoin de réfléchir. Non. C'est un sujet, oulala, vous imaginez bien qu'on n'infiltre pas des gangs et vous imaginez en termes méthodologiques le petit problème d'éthique que ça peut poser. C'est une violence contre eux-mêmes, hein. C'est une violence entre eux, hein. C'est les plus jeunes. Et là, ce que nous, on observe, c'est que... Bon, je ne veux pas stigmatiser, il faut faire gaffe parce qu'il ne faut pas non plus stigmatiser et considérer qu'une ville est productrice de... Mais que les gens qui font les basses œuvres, ils sont très jeunes, c'est eux qui chargent en fait. Il y a un nouveau esclavage dans le trafic de stupes qui est très très inquiétant. Et notamment une violence assez brutale. Hein, ce que moi j'avais observé en Amérique latine, mais ça on pourra en discuter en off, quoi. Ce qu'on appelle les sicarios en fait. Mais ça, c'est pas simple. Hein. Alors paradoxalement, personne ne travaille sur les stupes, quoi. Il y a des experts. Alors Thinkerview, j'appelle beaucoup de réserves sur Thinkerview, mais enfin on peut aussi en discuter en off. Mais là aussi, moi j'aimerais bien qu'il y ait un débat public sur les stupes. Ça peut être pas mal. Il sera peut-être relancé à la faveur du drame marseillais récent. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Bonjour à tous les deux. Déjà, merci beaucoup Jérôme de cette discussion passionnante et de rappeler aussi que la sociologie, c'est avant tout comprendre et expliquer et pas excuser. Moi, je voudrais te poser une question sur un point que tu as évoqué mais qu'on n'a pas détaillé dans la discussion sur l'accès au terrain. Parce que sur des sujets de violence urbaine ou violence politique, comme dans les manifestations, comme à Sainte-Soline par exemple, c'est difficile d'avoir accès à ce type de terrain et d'avoir accès à des publics très réticents, d'un côté comme de l'autre. Donc comment vous faites pour étudier avec précision ces publics-là, leurs revendications, leurs actions? J'aimerais savoir un petit peu comment tu travailles là-dessus. Ça dépend sur quoi vous travaillez et ça dépend le niveau de questions éthiques que vous rencontrez. Sur Sainte-Soline, c'est une affaire en soi, puisqu'apparemment il y a des données qui sortent aujourd'hui ou du côté des forces de l'ordre, notamment. Alors, en fait, sur les caméras. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des violences qui sont ultra visibles aujourd'hui, parce qu'ils ont une obligation de porter des caméras à ce niveau-là pour les identifier dans le cadre d'une intervention, caméras portables, et ça se retourne contre eux en fait. Et ça, c'est un vrai résultat de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la violence urbaine, elle est ultra visible.
Elle est ultra filmée. Avant, c'était dans un recoin d'une rue, bon, on réglait ses affaires entre soi. Là, aujourd'hui, tout est filmé, quoi. Il y a même un business. Hein, bon, je pourrais vous amener sur des sites où on voit où il y a des gens très amateurs de cette violence et les groupes organisés jouent avec cette violence. Alors tout dépend. Après, il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont pas loin du journalisme d'investigation. D'ailleurs, on fait à peu près le même métier. Hein. Bon, il y a des techniques où vous pouvez travailler avec des groupes. Si vous saviez que je bosse tranquille derrière un bureau 8h/8 avec Boris, on est incapable d'aller sur le terrain, Boris et moi. Bon, si tu Une fois, travailles. j'ai fraudé dans le bus. Voilà, c'est le max. Il y a 20 ans, oui, tu... Après, si des choses plus chroniques, plus difficiles, côté terreau, il faut passer par l'administration pénitentiaire. Et là, il faut avoir des protocoles extrêmement sophistiqués. Et en particulier, moi, je passe par les médiateurs du fait religieux. C'est-à-dire, j'ai formé 2 étudiants. Donc, la science avance. Hein, la science, elle bosse. Hein. On forme des gens en sociologie qui sont capables aujourd'hui, l'administration pénitentiaire recrute des médiateurs du fait religieux qui viennent de la socio et qui discutent avec des djihadistes. Hein. Moi, voilà, c'est un truc que je ne fais pas parce que ça pose trop de problèmes éthiques, trop de problèmes moraux, trop de problèmes émotionnels. L'univers carcéral, c'est super dur. Et puis alors la charge morale, elle est énorme. Mais vous récupérez quand même leurs données en l'espèce, là. C'est un gros débat en fait, parce que quelle est la qualité des données que tu recueilles quand tu interviewes quelqu'un, dans le sens où ils sont hyper sollicités, donc il y a un narratif qui s'installe, il y a une héroïsation qui s'installe. Donc moi je ne suis pas très fan de ces techniques où je dis j'ai rencontré des djihadistes en prison. La valeur heuristique de ce type de données pose beaucoup de problèmes. En fait, nous, on passe par l'histoire des réseaux, en fait, et notamment les réseaux ici. Il y a une grosse histoire à faire sur les réseaux MERA, où on passe par des sources historiques complètement inédites. Et il y a une thèse qui est, je ne sais pas si Abderrahim est là, il va la soutenir, donc c'est une façon de lui mettre la pression, qui va être une thèse vraiment géniale, hein, où ça démarre dans les années... Là, on fait de l'historiographie, en fait, de l'analyse de réseau. Ça dépend. Il faut faire gaffe parce que c'est grisant et c'est dangereux. Mais sur quoi, genre Corel, les frères Klein c'est vrai là aussi, une anecdote, alors on nous dit, machin, bon, c'est important, le terreau, machin, cause nationale. Bon, on arrive chez le préfet de l'époque, dont je ne nommerai pas le nom, et puis une première question que je lui pose, c'est est-ce que vous avez une thèse, quelque chose, des données qui vous expliquent cette histoire? Parce qu'on prend ça dans la figure quand même, hein. Je veux dire, c'est un traumatisme énorme. Il n'y avait pas une thèse sur l'islam radical à Toulouse depuis les années 60, en fait, qui a une vraie histoire particulière, hein, qu'on retrouve au Bataclan, parce que les frères Klein étaient jugés au procès du V13. Donc, il n'y a pas d'histoire. Les gens ne travaillent pas dessus. Or, il y a des sources ouvertes qui sont tout à fait accessibles. Hein. Il y a des associations, il y a des gens qui ont participé à Artiga, il y a des anciens policiers qui vous en raconteraient beaucoup. Mais bon, il faut qu'il y ait... Voilà, quand j'explique que ça ne devient pas un problème public, pour que ça devienne un problème public, il faut qu'il y ait un appareil de recherche, en fait. À un moment donné, la sécurité routière, ils ont dit, bon, ben nous, on veut savoir, quoi. On veut savoir qui sont les assassins sur la route. Il y a un institut statistique, il y a un appareillage qui se crée. Aujourd'hui, quel est le gros labo qui travaille sur la violence politique en France? Il n'y en a pas. Une dernière question? Oui, madame, on va vous donner un micro. Bonjour, merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais poser la question de la violence verbale, en tout cas la violence dans le langage, sur les réseaux sociaux notamment. Il y a aussi une violence verbale politique. Est-ce que voilà, on pourrait développer ce point, s'il vous plaît? Ouais, c'est passionnant parce que ça, c'est encore un nouveau registre. Et nous, on l'observe sur l'extrême droite, ce qu'on appelle les dog whistles, c'est-à-dire les impensés, en fait, les non-dits. Bon, je pourrais vous en citer plein. En fait, la sophistication du langage violent qui paraît banal et en fait qui est beaucoup plus puissant qu'on ne le croit. Mais alors là, ça demande des compétences en linguistique, en algorithme. C'est des noms de code, c'est ça? Ouais, c'est des symboles, en fait, où les communautés se retrouvent, en fait, et utilisent ce qu'on appelle un langage parasocial. Mais par exemple, le langage parasocial, ça peut être l'humour, ça peut être des vidéos de chanteurs connus. Ça peut être plein de trucs. Et donc, il y a un renouvellement de la violence verbale qui ne veut pas dire que ça provoque après une violence physique, hein, mais qui est très, très lourde psychologiquement quand on observe ce type de langage. Ça, c'est un très beau sujet. Hein. Mais après, dans le champ politique, plus largement, quand il y a certaines ligues qui ont sauté dans l'expression orale... Ouais.
L'attaque à Dominem. Moi, je me suis fait des ennemis du côté de l'Arcom, qui est l'agence de vos amis de l'Arcom, là, qui interdisent C8, tout ça. Et ils m'ont invité. Et il me dit, oh, machin, comment on peut lutter contre la violence, la haine en ligne? Et je dis, mais vous avez vu le champ politique? Et en fait, les deux se répondent. Vous avez vu ce qui se raconte du côté du champ politique officiel? Et là, il y avait 2 députés de LR devant moi qui ont fait une syncope, quoi. Et en fait, le haut répond au bas, en fait. Donc, ce qui se produit dans le champ politique. Et ça, c'est Pierre Bourdieu. Alors, je finis sur Pierre Bourdieu. On est obligé, vous êtes obligé. Je crois que vous signez, vous êtes à chaque fois obligé de le faire, vous les sociologues. Vous terminez par Bourdieu. Et Pierre Bourdieu, il commence ses cours au Collège de France en 1982 par l'insulte. Et l'insulte, c'est un truc hyper puissant, en fait. Mais on l'a un peu oublié. Et certains... Et en plus, ça leur permet d'éviter. Parce que, bon, la violence de rue, il faut prendre des risques. Bon, la violence verbale par le langage parasocial, tranquille, hein, c'est pas la régulation, c'est pas Twitter qui va vous embêter. Hein. Alors, non, j'allais dire un gros mot pour te donner la parole, mais non, pas du tout. Non, Cher Boris, très bien, non, merci beaucoup. mon amour. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut chaleureusement applaudir Jérôme Ferré. Bravo à lui. Merci à vous les vaillants, les soldats de la dernière heure, de nous avoir suivis sur cette dernière édition de cette 14e édition, d'y avoir assisté in situ, d'avoir été aussi nombreux à les suivre en streaming. Merci aux équipes du Journal Le Point pour leur implication. Merci à la région Occitanie ainsi qu'à tous nos partenaires qui contribuent au succès de cet événement. Merci à l'ensemble de l'équipe technique que je salue chaleureusement. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bon pied, bon oeil. Bonne soirée, au revoir.